Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de rencontres sur l'année 1943, organisé en partenariat avec France Culture. Et comme nous l'avons fait pour les années 1941 et 1942, l'objectif de ce cycle est de faire le point, 80 ans après les faits, sur des événements, des séquences clés qui ont jalonné l'histoire de la destruction des Juifs européens. Aujourd'hui, nous allons discuter avec nos invités des Juifs qui résidaient ou qui se sont réfugiés dans les départements du sud-est de la France, qui sont occupés dès 1940 par l'armée italienne. Cette zone est souvent considérée comme un havre de paix pour les Juifs, car l'armée italienne les protégeait des persécutions menées à la fois par les nazis et par le régime de Vichy. Et l'armistice signé le 3 septembre 1943 entre l'Italie et les Alliés va précipiter le sort des Juifs vivant sur ces territoires qui vont passer sous contrôle allemand. Le 10 septembre 1943, il y a donc 80 ans jour pour jour, la Gestapo entre à Nice et le commando spécial dirigé par le SS Alois Brunner, qui était un des hommes d'Eichmann, va installer un climat de terreur et s'employer à traquer les Juifs de cette zone italienne de Nice à Grenoble. Et nous avons souhaité aborder cette séquence décisive sous l'angle de trajectoire familiale, en conviant aujourd'hui deux historiens majeurs et incontournables de la période qu'on ne présente plus au mémorial et que sont Serge Klarsfeld et Annette Wiewiórka, dont l'histoire familiale a directement été impactée par la traque des Juifs de l'ex-zone italienne. Alors Serge Klarsfeld, vous le racontez dans Vichy-Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France, qui a été publié initialement en 1983 chez Fayard. Vous racontez le moment où votre père, Arnaud, est arrêté, donc le 30 septembre 1943, au domicile familial à Nice. Vous aviez alors 8 ans et vous étiez caché avec votre mère et votre sœur dans un placard à double fond construit par votre père. Arnaud Klarsfeld est déporté le 28 octobre 1943 par le convoi 61 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Et j'attire donc votre attention sur ce recueil de textes qui a été publié il y a quelques mois, Les Italiens, sauveurs de Juifs contre les Allemands, contre l'État français et contre Mussolini. Donc ça a été publié par Serge Klarsfeld et ça reprend les textes et documents que vous avez publiés dans Vichy-Auschwitz. Alors, comme vous l'avez fait pour l'ensemble des convois, vous avez publié dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui paraît la première fois en 1978, le nom, les dates de naissance et les adresses des 1002 Juifs qui sont déportés dans le convoi 61. Et parmi ces noms, on retrouve une partie de la famille d'Annette Wiewiórka, dont Wolf et Guy Télé, qui étaient vos grands-parents, qui sont donc déportés dans le même convoi qu'Arnaud Klarsfeld, et qui, comme Arnaud Klarsfeld, ne reviendront pas de votre famille qui est déportée. Seul Roger Perelman, votre oncle, reviendra des camps nazis. Et Annette, vous avez raconté l'histoire de vos grands-parents paternels et maternels dans Tombeau, autobiographie de ma famille. Et à un moment donné, vous racontez qu'à la fin des années 70, au moment où vous faisiez des recherches sur votre grand-père, Wolf Wiewiórka, vous avez rencontré Serge Klarsfeld, qui vous a communiqué tous les renseignements qu'il avait récoltés sur le convoi 61. Et pour mener donc cette discussion entre Serge Klarsfeld et Annette Wiewiórka, nous avons le plaisir d'accueillir Tal Broutman, que vous connaissez aussi, qui est un habitué du mémorial, historien dont le dernier livre, Un album d'Auschwitz, comment
les nazis ont photographié leur crime, qui est paru, en janvier 2023 au Seuil, a rencontré et rencontre toujours un grand succès public et critique. Tal, vous connaissez très bien la séquence dont nous allons parler aujourd'hui, car il y a 20 ans, en 2003, un de vos premiers livres majeurs, dans la logique des bourreaux, préfacé par Annette, vous reconstituez la traque et la déportation des Juifs de Grenoble, en mettant l'accent évidemment sur le rôle décisif joué par Aloïs Brunner, dont nous allons évidemment parler cet après-midi. Donc Tal, je te donne la parole, je te cède la parole. Merci. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il m'incombe la tâche de conduire la discussion, puisqu'on a envisagé qu'il s'agisse plus d'un échange entre Annette et Serge autour de ce sujet-là, plus que des longs tunnels, en insistant d'abord, et très rapidement, parce que je pense qu'il y a autre chose à faire que de m'écouter moi, il y a des gens plus intéressants, mais je vais juste insister sur plusieurs points. Le premier, c'est que Julie a eu la gentillesse de rappeler un de mes premiers bouquins préfacés par Annette, mais ce livre a été possible parce qu'en 98, je suis monté aux archives ici, là-haut, mais avant d'aller aux archives, je suis allé rue de la Boétie, sans m'annoncer, j'ai sonné à la porte, Serge m'a ouvert la porte, je lui ai demandé des documents qu'il m'a immédiatement photocopiés, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ce travail-là et les autres travaux derrière. Donc, je suis entouré par les deux personnes à qui je dois une partie de mes travaux, ce qui n'est pas plus mal, comme paternité et maternité. Maintenant, sans rien renier de ce que je dois à mes parents, par ailleurs. Maintenant, en ce qui s'agit du sujet à proprement parler, et en l'occurrence, ce qu'il se passe dans l'ancienne zone d'occupation italienne, je vais très rapidement rappeler quelques points, puisque Julie l'a dit en introduction. Les Italiens sont d'abord entrés une première fois en 1940, puis ressortis, puisque à la suite des accords d'armistice, la zone libre est dirigée intégralement par les Français, sans aucune compromission avec un quelconque occupant, et cette dimension-là est fondamentale. Il faut insister là-dessus, notamment parce qu'en août 1942, 10 000 Juifs étrangers vont être livrés par Vichy sans aucune présence allemande. Ce qu'on oublie systématiquement et régulièrement, les débats de quelques ahuris ou abrutis, ahuris et abrutis autour de la protection de Vichy est nul et non avenu. Mais il y a surtout ce qui se passe à partir de novembre 1942. En novembre 1942, prenant prétexte du débarquement allié plutôt que l'invasion alliée en Afrique du Nord, les Allemands et les Italiens rentrent en zone libre qu'ils occupent. Avec là, et c'est des subtilités juridiques et législatives, mais qui sont très importantes, quelque chose qu'il faut souligner. Quand les Allemands et les Italiens rentrent dans la zone libre, ils n'ont aucun droit de légiférer. Ils sont présents physiquement, ce qui va changer énormément de choses, notamment en ce qui concerne le sort des Juifs du côté allemand, mais du fait des accords d'armistice de l'été 1940, seul Vichy légifère. Autrement dit, pour vous donner un exemple qui parle à tout le monde, l'étoile jaune ne sera jamais imposée dans l'ex-zone sud, dans l'ex-zone libre, qui est désormais zone sud, tout simplement parce que c'est Vichy qui demeure souverain. Et dans cette zone sud, on a une particularité, 8 départements continentaux plus la Corse se trouvent sous occupation italienne, lesquelles autorités italiennes vont manifester une indépendance vis-à-vis des Allemands en s'opposant à une partie de la politique antisémite allemande. Pourquoi je dis une partie, mais Serge et Annette pourront revenir largement là-dessus, parce que toute la politique de discrimination, de dépossession, l'organisation économique continue à être mise en œuvre par Vichy, sans que les Italiens ne s'en mêlent. En revanche, les Italiens, eux, vont bloquer systématiquement, dès qu'ils le peuvent, les arrestations suivies de déportations. Et à cet égard, l'exemple le plus intéressant, parce qu'il dit beaucoup de choses, a lieu en Isère, puisqu'en février 1943, et Serge Klarsfeld a publié un livre l'année dernière sur la rafle de février, ou il y a 2 ans, la rafle de février 1943. Février 1943. Ouais, oui. Le livre était l'année dernière ou il y a 2 ans? Le 22, ouais. Oui, un gros livre. Donc il y a aussi un livre publié par Les Fils et Filles, et donc par Serge Klarsfeld autour de cette rafle. L'Isère a la particularité d'avoir été occupée aux 2 tiers par les Italiens et 1 tiers par les Allemands. Et
le préfet de l'Isère a essayé d'arrêter le quota de juifs qui lui était demandé par Vichy. Les Italiens se sont interposés. Le préfet a fait savoir à Vichy qu'il ne pouvait pas livrer les juifs. Et au même moment où il le faisait savoir à Vichy, on a les télégrammes. Et ce qu'il y a de bien avec les télégrammes, c'est qu'il y a les horaires sur les télégrammes. Au même moment où il fait savoir à Vichy qu'il ne peut pas remplir sa mission, il envoie un autre télégramme au sous-préfet de Vienne, qui a la particularité d'être sous occupation allemande cette fois, pour lui demander d'arrêter le quota de juifs. Autrement dit, vous avez un préfet français, sans doute le seul, qui aurait pu ne pas livrer de juifs en se réfugiant derrière l'opposition italienne, et à la place, il se fait valoir auprès de Vichy en disant « je ne peux pas les arrêter, mais il a déjà trouvé la solution ». Et in fine, 25 juifs étrangers seront arrêtés en zone d'occupation allemande de l'Isère et envoyés à Gurs et ensuite à Sobibor. Autrement dit, cette zone représente un enjeu majeur à la fois pour Vichy, qui veut y affirmer sa souveraineté, pour les Italiens, qui voient là un moyen de s'opposer à leur principal allié, qui sont les Allemands. Et en même temps, cette zone va être perçue, et Julie Mac l'a dit en introduction, comme un refuge, un havre pour les Juifs du reste du territoire, qui vont essayer massivement de se réfugier dans cette zone d'occupation italienne qui va tenir jusqu'en septembre 1943 et l'armistice Badoglio. Or, ce qui se déroule à partir de septembre 1943 est un tournant majeur dans le sort des Juifs en France pour plusieurs raisons. Et les deux immenses historiens qui sont à mes côtés ont une double casquette à cet égard. Julie l'a rappelé, Serge Klarsfeld est un rescapé au sens premier du terme de ce qu'il s'est déroulé à Nice sous la houlette d'Aloïs Brunner. Et Annette Wieworka a consacré son dernier livre, qui est un livre d'historienne évidemment, mais qui est très personnel puisqu'il est consacré à sa famille qui était très largement concernée par ce qui s'est déroulé dans la zone d'occupation italienne et ensuite l'arrivée des Allemands et les arrestations qui s'en sont suivies tant à Nice et ensuite à Grenoble. On a donc là deux personnes qui sont concernées à la fois en tant qu'historiens et en tant qu'individus. Et je vais donc me tourner d'abord, pour une raison qui me paraît évidente, vers Serge Klarsfeld pour lui demander dans quelle mesure, si vous vous en rappelez, en septembre 1943, quand les Italiens prennent la fuite, est-ce que pour ceux qui sont réfugiés à Nice ou dans les environs, on a une idée de ce qui va arriver avec les Allemands? Est-ce qu'on se doute à ce moment-là, puisque votre père a pris le soin de préparer une cache, lui devait se douter que quelque chose allait arriver. Mais est-ce que l'ambiance, à ce moment-là, est une ambiance qui est à l'inquiétude? Eh bien, à Nice, le 8 septembre 1943, c'est la panique. C'était déjà un peu la panique avant, quelques jours avant, parce que les Allemands avançaient vers Nice, vers le comté de Nice. Ils avaient occupé déjà tous ces départements, les 8 départements dont on parle, ils les avaient déjà occupés militairement. Et effectivement, on attendait la Gestapo. Jusque-là, les Juifs étaient arrêtés, non pas à Nice, mais les Juifs étaient arrêtés en France en fonction de leur nationalité. Nous étions roumains, enfin, c'est-à-dire 2 d'entre nous étaient roumains, 3 d'entre nous, mon père, ma mère et moi. Et ma sœur était française parce qu'elle était née en France. Et donc, mes parents l'avaient déclarée française à la naissance. Nous venions de Paris. Nous avons fait l'exode, nous sommes allés à Moissac. De Moissac, on a recommandé à ma mère, qui était sans ressources, d'aller dans la Creuse et de nous placer dans le château de Magelier, qui était une des maisons de Lauzet, elle-même restant à proximité, à quelques kilomètres de là. Ensuite, mon père s'est évadé. Il est revenu donc nous chercher. C'était en 1941.
Et il a décidé de nous emmener, après quelques mois dans la Creuse, de nous emmener à Nice. Mes parents avaient fait leur voyage de noces à Nice, ils étaient allés plusieurs fois à Nice. Bon, Nice, c'était la zone libre aussi, comme la Creuse, mais enfin, c'était quand même plus plaisant. Et mon père avait écrit, il n'avait pas de travail, il avait écrit au maréchal Pétain en disant: je suis prisonnier, j'ai été prisonnier, évadé, je voudrais du travail. On lui a donné du travail au commissariat à la lutte contre le chômage, mais au bout de quelques mois, il s'ennuyait quand même à Guéret, et donc on est parti pour Nice. Et Nice subissait, on peut dire, une première occupation, comme l'a dit Tal, l'occupation de Vichy. Ensuite, ça a été l'occupation italienne. Ensuite, ça a été l'occupation allemande. Bon, Vichy, ce n'était pas l'occupation, c'était toujours la France. Le 26 août 1942, il y a eu une grande rafle dans toute la zone libre, et en particulier à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes qui dépendaient de Nice. Mais nous n'avons pas été arrêtés parce que nous étions roumains et qu'on n'arrêtait pas encore les Juifs roumains. On a arrêté les Juifs roumains à partir du 23 septembre 1942, en zone occupée. En zone libre, comme Vichy avait fourni les 10 000 Juifs que Bousquet avait promis aux Allemands, eh bien, une fois que ces 10 000 Juifs ont été livrés, c'était plus la peine de faire des arrestations. Et donc, après, disons, le 10 septembre 1942, on n'a plus arrêté les Juifs étrangers comme on le faisait massivement par des rafles. Et nous n'avons donc, il n'y a pas eu de rafle de Juifs étrangers entre le 10 septembre et le 11 novembre 1942, quand les Allemands sont entrés, quand les Allemands ont occupé la zone libre, et les Italiens. Et donc, on n'a pas été inquiétés, mais c'était de justesse. Il s'en est fallu de quelques semaines que les Juifs roumains soient arrêtables. Nous y avons échappé. Ensuite, les Italiens sont arrivés, et je dois dire que ça a été une période bénie. C'était la seule zone qui était à l'intérieur de l'emprise du Troisième Reich et où les Juifs jouissaient d'une impunité, je dirais entre guillemets, je dirais pas d'une liberté, mais d'une impunité grâce à la protection italienne qui était totale, en liaison avec les organisations juives. A été organisée pour les Juifs étrangers la possibilité de rester dans la zone italienne, de ne pas... L'interdiction a été faite aux autorités françaises de mettre le tampon juif sur la carte d'identité. Donc, il n'y avait pas de risque si les policiers français venaient pour arrêter des Juifs, les carabiniers italiens intervenaient. À travers toute la zone italienne, je crois que les Juifs, comme mes parents, priaient pour que ça dure jusqu'à la fin de la guerre, tout en sachant que la situation était instable parce que l'Italie enregistrait pas mal de défaites. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'au mois de mai 1943, la Tunisie, où combattaient les troupes italiennes et allemandes, en Tunisie, les troupes de l'Axe se sont rendues, plusieurs centaines de milliers de soldats
allemands et italiens. Le débarquement a eu lieu en Sicile. Nous sommes en juin, en juillet, Mussolini tombe, le 20 juillet 1943. Les dirigeants fascistes se débarrassent de Mussolini, un peu comme les dirigeants roumains se sont débarrassés de Ceausescu en quelques décennies plus tard. Donc, à ce moment-là, on a eu très peur parce qu'on pensait que les Allemands allaient arriver immédiatement. Mais le régime Badoglio a été extrêmement diplomate, du maréchal Badoglio et du ministre des Affaires étrangères italien, Gariglia. Ils ont réussi à convaincre plus ou moins les Allemands qu'ils n'allaient pas changer de côté. Les Allemands n'étaient pas tellement dupes, mais il fallait préparer l'invasion de l'Italie. Ils ont préparé soigneusement l'invasion de l'Italie. Les Italiens ont préparé moins soigneusement, disons, les hostilités contre les Allemands. Et le 8 septembre, quand les Alliés ont trop tôt annoncé l'armistice, eh bien, les Italiens n'étaient pas prêts et les Allemands ont envahi l'Italie du Nord, ont rétabli Mussolini au pouvoir dans la République de Salo. Et donc, les Allemands sont entrés dans Nice et s'est posé la question comment fuir. Certains Juifs ont fui immédiatement avec les troupes italiennes de retour en Italie. Il y avait un plan qui avait été préparé par Angelo Donati, qui était un banquier, président de la banque franco-italienne, qui vivait à Nice pendant la guerre, et qui, lui, avait négocié avec le chef de la police italienne, Sénise, et avec les ambassadeurs d'Angleterre et d'Allemagne, et également avec des dignitaires du Vatican, de façon à fournir aux Juifs de Nice des laissez-passer pour entrer en Italie, et il était disposé à louer des bateaux pour emmener les Juifs qui passeraient de Nice en Italie pour les emmener en Afrique du Nord. Mais il a été pris de vitesse par les événements. Et rien n'était prêt véritablement. Et chaque famille juive a eu à décider ce qu'il fallait faire. Et mon père a considéré que il a vu ce qui se passait les premiers jours. Dès le premier jour, un commando de la Gestapo aidé par les soldats allemands et par quelques dénonciateurs français ou russes, parce qu'il y a beaucoup de Russes blancs, il y avait beaucoup de Russes blancs à Nice, eh bien, la Gestapo, immédiatement, le jour, faisait des rafles, et des rafles qui étaient des rafles brutales dans la rue, en bloquant la rue, comme maintenant pour les Jeux Olympiques, en brûlant, en bloquant les rues d'un côté et de l'autre, et puis en arrêtant les gens et en contrôlant les identités, et quand ils avaient des doutes, en déshabillant les hommes derrière des portes cochères. Et puis, la nuit, là où ils avaient reçu des adresses où se trouvait un certain nombre de Juifs, eh bien, ils montaient une rafle en pleine nuit avec des camions de soldats allemands, avec des projecteurs pour éclairer les façades et pour que les gens ne s'évadent pas, ne fuient pas.
Et par ailleurs, il contrôlait la gare et il contrôlait également les voitures, les taxis, les voitures. Mon père a considéré que c'était dangereux de fuir et avec 2 amis hongrois, il a décidé de faire chez nous, aidé par 2 juifs hongrois, de faire une cloison en contreplaqué, une cloison avec s'ouvrant par le bas avec un crochet simplement, dans un profond placard, et puis de mettre une tringle devant, les vêtements devant, et une étagère. Et puis il a dit, c'est moi qui ouvrirai la porte s'il y a une rafle, c'est moi qui ouvrirai la porte. Et le 30 septembre, donc 3 semaines exactement après l'entrée des Allemands à Nice, 3 semaines après, on a fait des répétitions, c'est-à-dire qu'il fallait faire les lits, très vite, il fallait prendre les vêtements et les mettre dans la cachette, et il ne fallait pas qu'il y ait de signes de vie de ma mère et de ma sœur, qui avait 4 ans de plus que moi, et qui les a toujours. Et donc, on a fait ça plusieurs fois, et mon père nous a dit, c'est vraiment très sérieux, parce que, enfin, j'avais 8 ans, ma sœur avait 11 ans. Il dit, c'est très sérieux parce que si on nous prend, moi je survivrai, je suis fort. Mais vous ne survivrez pas. Et donc nous savions, ma sœur et moi on se disputait très souvent, et on continue d'ailleurs encore, mais on savait qu'on allait mourir si on était arrêté. Donc le 30 septembre, vers minuit, tout d'un coup, la lumière qui vient au plafond, les projecteurs, les bruits des camions. Alors immédiatement, on a fait ce qu'on avait à faire, on a pris les vêtements, on les a portés dans... Mes parents ont refait les lits. Et puis les Allemands sont montés étage par étage, la Gestapo. Et ils frappaient aux portes et ils sont entrés chez nos voisins, et nos voisins étaient des juifs polonais qui avaient une fausse identité et qui se faisaient passer pour juifs alsaciens. Et c'était une camarade de ma sœur, Marguerite, ça s'appelait Rapoport d'ailleurs, Marguerite Rapoport. Et elle avait une sœur aînée et un frère qui ne dormait pas cette nuit-là au domicile de ses parents. Et on a entendu, parce que notre placard donnait, le mur donnait sur leur appartement, on a entendu comment ils ont frappé les 2 fillettes pour faire avouer aux parents où était le fils, qui était un fils de 18 ans à peu près. Et le père hurlait, et enfin, nous entendions seulement les cris, on ne voyait rien, mais on était dans le noir, dans la cachette, on était debout, on avait à peine la place, et on entendait le père crier « Au secours, police française, au secours, sauvez-nous, nous sommes français ». Voilà, ils criaient beaucoup, mais ils ont avoué où était le fils, et le fils a été également déporté. Et mon père, après être entré dans l'appartement des voisins, ils ont sonné ou frappé à la porte, et mon père a ouvert, et nous avons entendu immédiatement « Où est votre femme et vos enfants ?» Où sont votre femme et vos enfants? Je ne peux pas... Et mon père a dit, il y a eu une désinfection, ce qui est vrai, dans l'appartement, et ils sont partis à la campagne. Et comme mon père était très grand et très costaud,
ils n'ont pas insisté, ils ont dû comprendre qu'ils n'arriveraient pas à obtenir immédiatement, en tout cas, le renseignement, que peut-être ils l'obtiendraient là où ils allaient enfermer les Juifs, et nous savions que c'était à 200 mètres de chez nous, l'hôtel Excelsior, rue Durande, près de la gare, parce que Brunner a installé son quartier général près de la gare, puisque les Juifs devaient repartir pour Drancy par le train. Il a fait la même chose à Grenoble. Et donc, ils n'ont pas insisté, mais ils ont cherché dans l'appartement, et on a entendu la porte du placard s'ouvrir, on a entendu un Allemand rabattre les vêtements sur la tringle, mais le placard était obscur, il n'a pas vu que derrière les vêtements, il y avait une mince cloison et pas un mur. Et nous, ma sœur a même mis, parce qu'elle toussait un peu, elle a mis son mouchoir dans la bouche. Et on est resté comme ça, très silencieux, pendant qu'ils cherchaient. Et ils ont dit à mon père de s'habiller. Et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, mon père s'est rendu compte sans doute qu'il avait oublié ses clés et que c'était ma mère qui les avait, et que s'il ne fermait pas la porte à clé, ça signifiait peut-être que quelqu'un était dans l'appartement. Et donc il a rouvert la porte du placard, ma mère a ouvert la porte de communication en enlevant le crochet, et il a demandé à ma mère les clés, et il a embrassé la main de ma mère, et puis il est parti. Voilà, donc une arrestation aux trois quarts manquée, mais hélas pour mon père, il est parti pour Drancy, de Drancy à Auschwitz, et comme immédiatement il a frappé un capot qu'il avait frappé, eh bien, il a été envoyé dans les mines de Fürstengrube, dans le commando de Fürstengrube, où les gens tenaient 6 semaines à peu près avant d'être renvoyés par les SS à la chambre à gaz. Et lui a tenu jusqu'au mois d'août 1944, mais quand je suis allé la première fois à Auschwitz en 1965, eh bien, j'ai retrouvé son numéro matricule, 159 683, et j'ai retrouvé dans le registre de l'infirmerie une petite croix à côté qui signifiait que où il avait été mort à l'infirmerie, ou il avait été sélectionné pour la chambre à gaz. Voilà. Merci Serge. Et je dois signaler quand même, parce que j'ai fait également, je viens de publier ce livre sur les Italiens sauveurs de Juifs contre les Allemands, contre Vichy et contre Mussolini. Et là, je dois signaler que grâce aux Italiens, eh bien, la période la plus heureuse de notre vie a été sous l'occupation italienne. Nous étions en danger sous l'occupation française, en danger sous l'occupation allemande, et nous étions protégés, non pas par le fascisme, mais par les diplomates et les militaires italiens. Voilà. Alors, Annette, il y a plein de moyens d'entrée de ton côté dans cette histoire-là. Le convoi 61. C'est pas très facile de parler après Serge. Enfin, après Serge, c'est facile, mais pas après Serge racontant cette histoire. On n'appartient pas exactement à la même génération, même si notre différence d'âge n'est pas considérable. Parce que moi, je n'ai pas vécu la période de l'occupation. Je n'ai pas vécu
l'arrestation d'un de mes parents, et pour cause, puisque je suis né après, et la connaissance de cette période, je l'ai par des témoignages, et même si, comme beaucoup de ma génération, on a souffert de ces absences, du fait qu'on avait des familles qui avaient été tellement amputées, ça n'a pas été les absences d'un père, d'une mère, c'est quelque chose de très différent. Alors, moi, je suis allé... ce qui a été pour nous, pour mes parents et pour notre génération, quelque chose qui a été comme un tsunami, ça a été la parution du mémorial des déportés juifs de France. C'est-à-dire que brusquement, c'était comme s'il y avait une réalité, comme s'il y avait une pierre tombale de ceux qui étaient partis, on ne savait pas quand, et on ne savait pas comment ils étaient morts. On ne le sait toujours pas forcément. Et c'est en regardant ce mémorial et le convoi 61 du 28 octobre 1943 que je me suis rendu compte que Wolf Wiewiórka, Guy Tellec, qu'on appelait Wiewiórka, mais la fois que j'ai vu Serge, l'œil un peu allumé, a dit, vous savez, vos grands-parents n'étaient pas mariés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc vous avez trouvé ça dans les archives. Bon, ça ne m'a pas fait un choc, ce n'était pas un secret de famille, je l'ai toujours su. Donc, mais il avait pu voir ça. Donc, donc quand je me suis aperçu, c'était la période où je commençais à m'intéresser à cette histoire. J'ai fait la même chose que Tal. Je suis allé voir Serge. 79, c'était 79. 79, Serge et Béate n'étaient pas encore Serge et Béate comme maintenant, c'est-à-dire avec cette immense renommée internationale. Et moi, j'avais rien publié, j'étais prof de lycée. Et j'ai été reçu, comme Serge reçoit tous ceux qui s'intéressent pour de vrai à cette histoire, et il m'a sorti tous les documents qui concernaient ce convoi, notamment le nom de ceux qui avaient porté les valises, enfin tous ces documents. Et pour moi, ça a été quelque chose vraiment de très important. Et puis j'ai rencontré Tal à Grenoble, puisque ma famille maternelle était à Grenoble, donc vous voyez, et c'est en 99 que Tal a sorti tous les dossiers, a sorti pour moi tous les dossiers qui concernaient ma famille et beaucoup d'autres. Je me souviens de cet échange de mails où Tal m'écrivait, je crois que c'était à propos de Boris Frankel, tout le monde est passé par Grenoble, ce qui est assez vrai. Alors, je vais revenir un petit peu à l'histoire de ma famille. Donc, quand on n'a pas vécu soi-même des événements, on a les témoignages, quelques témoignages, et puis on a des archives. Je dois dire que ce qui m'a été d'une utilité immense, ça a été non pas ce livre qui n'était pas encore publié, mais ce que je préfère utiliser, un peu comme on utilise un dictionnaire, enfin ce qu'on appelle les usuels dans les bibliothèques, pour moi c'est le calendrier. Le calendrier, c'est extraordinaire, c'est très facile à utiliser parce que c'est un calendrier, vous cherchez les dates. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à Nice, à la fois en août 42 et dans ces jours de septembre, tous les documents figurent dans le calendrier. Et pour un historien, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail qui est économisé, parce que ces documents, on a besoin de les connaître. Et dans mon livre Tombeau, je dis que nous, famille, je viens d'expliquer pourquoi famille, et historiens, nous avons à l'égard de Serge une dette imprescriptible. Ceux qui ont un peu de culture sauront qui j'ai plagié, avec cette expression de dette imprescriptible. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur ma famille, si... Voilà, bon. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ma famille? Ma famille paternelle. Wolf Wiewiórka est journaliste, écrivain yiddish.
il a suivi l'actualité de très près. Il a notamment fait un certain nombre de portraits de réfugiés juifs allemands. Et il n'a aucun doute sur ce qu'est le nazisme. Il sait que ça sera terrible. Il part donc en exode. À l'époque, on dit que les femmes et les enfants mineurs ne seront pas inquiétés par les Allemands. Il part donc, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs, hein, quand il n'y a pas d'information, il y a de la rumeur. Donc ils font l'exode. Il arrive à Toulouse. Et puis, sa compagne, puisque comme Serge l'a découvert, mais je le savais, comme il n'était pas marié, donc je dirais sa compagne. Et sa compagne décide de le rejoindre. Et ils choisissent Nice parce qu'elle dit, autant, si on doit déjà être en Goulès, en exil, en yiddish, l'exil, c'est ne pas être à Paris. Autant choisir la plus belle ville de France. Et c'est Nice qui est choisie. Donc ils se retrouvent tous à Nice. Wojciech n'a jamais été tranquille, même à Nice. Je le sais parce qu'il correspond avec des Américains. Enfin, pas des Américains, hein, des Juifs yiddishistes américains, il faut préciser. Hein, on n'est pas dans ce niveau-là. Et il écrit au Labour Committee des premières lettres. Je suis un pauvre écrivain juif errant, 40, octobre 40. Si vous ne me faites pas venir, je ne survivrai pas à cette guerre. Et le 5 mai 1941, il vient d'arriver à Nice. 5 mai, c'est avant le 14 mai. Il écrit à quelqu'un qui s'appelle Ab Kahan, qui est directeur du grand journal, du grand quotidien yiddish américain, il s'appelle le Vorwärts. Il écrit à Ab Kahan en anglais. Il ne parlait pas un mot d'anglais, mais c'est une lettre très courte en anglais. Je suis abandonné de tous. I beg you, je vous supplie de me faire venir. 2 fois, I beg you, de me faire venir, moi et ma famille, sinon je ne survivrai pas. Cette lettre, elle a été retrouvée après la publication de Tombeau par un jeune Américain qui étudie toute la correspondance reçue par le Vorwärts pendant la guerre, qui me l'a communiquée et je l'ai rajoutée dans l'édition du livre qui va paraître en poche. Donc il est tout à fait lucide, il ne veut pas être là où sont les Allemands. Donc toute la famille est à Nice. Tal l'a dit dans son introduction, Nice c'est quand même Vichy. Mon père avait comme profession apprenti maroquinier. Il trouve du travail dans une entreprise. Bon, je ne vais pas être trop long, mais l'histoire de cette entreprise, elle est aussi assez intéressante et on peut dire un peu amusante, même si ce n'est pas une période tellement amusante. Hein. Donc il trouve du travail dans cette entreprise qui s'appelle Haussmann de Nice comme maroquinier, et ils adorent la vie à Nice. Ils adorent, il fait beau, ils ont vu la mer pour la première fois, ils sont jeunes, hein. Ils ont une vingtaine d'années, ils vont aux auberges, enfin l'équivalent des auberges de jeunesse, ça s'appelle les camarades de la route, les camroutes, ils vont camper dans l'arrière-pays, tout ça, c'est une vie qui, même si mon grand-père, lui, est rongé d'inquiétude, pour les jeunes, c'est une vie plaisante. Et un de leurs amis, Jacob Paxiars, peintre, dira « J'ai vécu cette période avec un sentiment contradictoire de grandes vacances et de terre qui se dérobait sous mes pieds. » Août 42, Serge l'a rappelé, Tal aussi, c'est les arrestations, les rafles, c'est le deal de Vichy de livrer les 10 000 juifs. Et on connaît ce qui se passe à Nice très très bien grâce à Serge, y compris la liste d'un peu plus de 500, rassemblés à la caserne au Var, où vous avez mis une plaque aussi, et qui vont être déportés. Mais c'est aussi, pour tous ceux qui sont à Nice, l'idée qu'on
on n'est plus en sécurité dans la zone dite libre, puisqu'on peut être aussi arrêté dans la zone libre. Et une partie des Juifs de la zone dite libre cherche alors à partir. Et Serge connaît très très bien le travail de Ruth Fivaz. J'ai deux copines qui ont presque le même nom, donc Ruth, Fivaz Zilberman, sur la fuite en Suisse, qui est une énorme thèse. Serge a préfacé le livre, et ils font comme beaucoup d'autres, ils envisagent de passer en Suisse. Et c'est le cas de mon père, de mon oncle et de leur copain Jacob Paxiars, qui réussissent le 3 octobre 1942 à passer à Nice. Mais le reste de la famille, en Suisse, pardon. Mon père a adoré sa période de camp d'internement en Suisse. Et je sais que Ruth Fivaz, comme Serge, insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une espèce de légende noire des camps en Suisse qui s'est installée dans les années 2000, où c'était pas très différent d'Auschwitz, quoi, d'être dans un camp en Suisse, mais c'était pas du tout ça. Mais le reste de la famille reste. Je me suis beaucoup interrogé sur pas la même chose que ce que disait Serge. Partir, rester, comment partir. Et je pense que c'était plus facile de partir quand on avait 20 ans que quand on en avait 50 à l'époque. À 50 ans, on était vieux, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et qu'il y a eu des... Certains sont partis, certains sont restés, certains ont réussi à passer, certains ont été refoulés. Alors cette vie à Nice, ce qui me frappe beaucoup, vraiment beaucoup, ce qui m'a frappé, donc quand j'ai commencé à essayer de comprendre comment avait vécu ma famille à Nice, nous disposions des mémoires, comme Julie l'a dit tout à l'heure, de Roger Perelman, qui lui a été déporté, le frère aîné de ma mère, qui lui aussi a été déporté dans ce même convoi d'octobre 1943, qui, comme Arnaud Klarsfeld, a été affecté à une mine, Jena Gruber, qui était plus jeune qu'Arnaud, et qui a survécu, qui est donc revenu et qui a écrit ses mémoires, Une vie de juif sans importance. Donc on a son témoignage de ce qu'était Nice à l'époque. Et puis pour le reste, j'ai bricolé avec des bouts de témoignages que j'avais recueillis de la part de mon père, tous les livres possibles et imaginables. Et je me suis dit, mais il manque un grand livre sur la vie des Juifs à Nice pendant l'occupation. Ils étaient 20-25 000 à Nice et autour. Et on n'a que des visions, des bribes. Je pense que les parents de Serge et mes grands-parents appartenaient à des couches sociales qui n'étaient pas très éloignées, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très fortunés. Je suis allé rue Reine-Jeanne, juste derrière la gare, voir l'immeuble où mes grands-parents avaient passé leur vie niçoise. C'est resté un quartier d'immigrés. Ça ressemble un peu à la Goutte d'Or, quoi, comme atmosphère aujourd'hui. Je me suis dit, de façon un peu cynique, c'était pas très loin de la gare, donc pas très loin de l'Excelsior, qui est l'hôtel dont a parlé Serge. Mais il y a eu aussi des Juifs très très fortunés. Les patrons du Sac de Nice habitaient avenue de France, dans un immeuble magnifique. C'est l'avenue qui est parallèle à la promenade des Anglais. Donc vous avez eu toute une population qui était sociologiquement très différente. Vous aviez des Israélites, comme on dit, c'est-à-dire des Français des Juifs français depuis des générations, des immigrés de tous les pays, et on n'a pas ce grand livre qui nous permettrait de voir comment a vécu toute cette population. Donc c'est un appel aux plus jeunes. Je dirais que peut-être ce grand livre sera écrit
parce que le mémorial de la Shoah va s'installer à Nice. Il va y avoir prochainement l'annonce d'une annexe du mémorial à Nice, pas loin de la promenade des Anglais, dans un magnifique bâtiment qui doit être rénové, mais les chercheurs vont s'y installer et ils pourront c'est une bonne nouvelle parce que d'abord lire tout ce qui a été écrit sur Nice par les différents témoins, et puis ils pourront faire des recherches et peut-être écrire un grand livre, encore que je crois que le grand livre s'écrit dans la génération qui a connu véritablement Nice. Et s'il n'a pas été écrit, il ne sera peut-être jamais écrit. C'est on possible. Écrira des livres précis. Alors on écrira mais des peut-être petits pas livres. Des grands livres. Des petits livres. Alors, une anecdote que vous connaissez très bien. Donc moi, je suis allé à... Une partie de ma famille habite... Enfin, mes cousins habitent toujours à Nice. Hein. Parce que Nice est une ville où certains sont restés après la guerre. Donc je suis allé à Nice et je suis allé aux archives départementales, qui sont dans la cité administrative. C'est pas l'endroit le plus fun de Nice. J'ai été reçu admirablement bien. Tous les dossiers avaient été préparés et j'ai eu accès au fichier des étrangers. Le fichier des étrangers, c'est un fichier. Hein, c'est un fichier, voilà, c'est des fiches. Mais il court jusqu'à presque aujourd'hui. Donc, c'est compliqué d'avoir accès parce qu'on vous dit qu'il faut une dérogation. Alors, quand on m'a dit qu'il faut une dérogation, je me suis indigné. Je dis, mais enfin, ils sont tous morts à Auschwitz. Est-ce qu'on a besoin d'une dérogation? On m'a dit, non, 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 parce que le fichier court jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le fait qu'on me recevait aussi bien, le directeur des archives, M. Kenossian, m'a dit, ah, ça fait du bien de voir un chercheur. On ne voit plus aucun chercheur aux archives départementales. On n'a que des procédures de divorce et des problèmes de cadastre. Donc c'est bien de penser qu'un jour, il y aura des chercheurs et peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront faire ce dépouillement systématique de la totalité de ce fichier de la totalité de ce fichier qui est un vrai fichier des étrangers. Ben oui, parce que... parce qu'il est serré dans... Voilà, exactement, exactement. Et il n'y a pas grand-chose aux archives municipales, comme Serge le sait. Voilà. Alors, je voudrais quand même faire une autre remarque, qui est une remarque à la fois personnelle, familiale et générale. La remarque familiale, c'est l'excessive brutalité sur laquelle, les arrestations d'une brutalité extraordinaire. Mon oncle Roger Perelman, qui est devenu après-guerre un grand pédiatre, raconte... Alors, c'est un homme d'une intelligence hors norme, c'est ses instituteurs qui le disaient. Et il n'a cessé de penser. Donc, il avait un jeu de fausses cartes, une fausse carte d'un juif français, Aimé Skoutelski, pour l'époque où on pensait qu'on n'arrêtait pas les juifs français, une fausse carte au nom de Perrier de pas juif du tout, puis ses vrais papiers. Et il raisonnait tout le temps, enfin, il a toujours eu faux, hein, mais il raisonnait quand même tout le temps. Et quand il a été arrêté, il avait un copain qui partageait sa chambre. Quand il a été arrêté, il a commencé à vouloir sortir ses papiers. Il a été arrêté avec un juif qui était au service aussi de la Gestapo, et on l'a déculotté tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on a arrêté les hommes en les déculottant. Et mon oncle pédiatre a toujours été réticent à la circoncision, et il se vantait d'avoir sauvé de nombreux prépuces juifs après la guerre. Donc c'est quelque chose qui marque aussi les gens. Mais, et ça me permet de faire la remarque, d'un peu de raccrocher avec ce que disait Tal tout à l'heure, c'est que dans le même temps où on a cette brutalité terrible, la délation, il n'y a que 2000 juifs, à peu près, qui sont arrêtés
entre le départ des Italiens, l'arrivée des nazis et la libération de Nice. Alors que, quand on dit que, il y a le père de Serge Schwarzfeld, Maison de mes tantes, enfin, mais plus de 2000. 3000, bon. Mais si on compare à des arrestations qui se sont faites calmement, sans violence, grâce aux fichiers, grâce à la police de Vichy, on s'aperçoit que la brutalité est plus extrême. Et je vous dis, quand on donne ces chiffres, on pense aux parents de Simone Veil, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes. Enfin, c'est un nombre. Mais on s'aperçoit quand même que peut-être que globalement pour la France, le bilan aurait été moins énorme si Vichy n'avait pas mis son administration et sa police. Car à Nice, on ne l'a pas dit, mais les arrestations se font sans les fichiers, sans ces arrestations-là. C'est-à-dire que Vichy ne donne plus, à partir de l'invasion des Allemands, à part la rafle de février 1943, Vichy ne donne plus sa police en zone, ex-zone libre, pour arrêter massivement les Juifs. Et donc il n'y a, à part cette rafle de février 1943 qui vise des hommes étrangers, et la rafle de Marseille, qui a été opérée par la police française exclusivement, enfin avec l'aide des Allemands, mais c'est une rafle de la police française, eh bien, par cela, il n'y a pas eu de rafle. C'est-à-dire à Nice, le préfet était un préfet résistant, ou en tout cas qui voulait protéger les Juifs. Il a détruit le fichier des Juifs quand les Allemands sont entrés dans la zone. Et les policiers français se renseignaient sur les arrestations. On le voit dans les archives départementales. Les policiers français dressent des listes de Juifs de différentes nationalités qui ont été arrêtés avec les dates d'arrestation, avec les adresses, mais eux-mêmes ne participent pas, ils n'accompagnent pas les Allemands, ce sont les Allemands eux-mêmes. C'est dire qu'en une nuit, la police française aurait certainement atteint le double du résultat de Brunner en 3 mois, quoi. En 3 mois. Mais heureusement... Alors en même temps, comment dire, il y a les reconnaissances soi-disant au faciès avec les physionomistes, enfin tout ça je mets des guillemets bien sûr, qui sont souvent des Russes blancs. À l'Ermitage, parce qu'il y a en fait il y a 2 lieux, hein. Souvent on voit pas qu'il y a 2 lieux, il y a l'Excelsior, mais il y a l'Ermitage. Et il y a des primes pour la délation. C'est-à-dire, ils reçoivent de l'argent, ceux qui viennent dénoncer des Juifs. Et Roger Perelman raconte comment on lui a proposé de venir dénoncer les Juifs riches. Il a dit, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas, il a dit qu'il n'en connaissait pas. Voilà. Donc il ne l'a pas fait, on l'a un peu tabassé, et puis ensuite... on l'a mis dans un train Nice-Paris, Paris-Drancy, et Drancy-Auschwitz, et Yana Grub, la mine. Je dois dire que j'ai raconté l'histoire jusqu'à notre sortie de la cachette le matin, mais ensuite nous avons vécu 4 mois pour chasser dans Nice, comme beaucoup de Juifs. Et les Juifs tournaient dans Nice, ils n'osaient pas sortir parce qu'effectivement, les Allemands contrôlaient les autocars, contrôlaient les trains, contrôlaient les voitures. Et donc, c'était une sorte de nasse où on tournait. C'est-à-dire, à Nice, il y a énormément de meublés à l'époque. Il y a des meublés, il y a des hôtels. Enfin, il y a toutes les possibilités pour se loger. Et donc, on changeait tout le temps. Et au bout d'un mois,
Ma mère en a eu assez, parce que véritablement, on allait tout le temps à l'église centrale de Nice, et puis on passait la journée à l'église en priant que la Gestapo n'entre pas dans l'église. Et dans la rue, on faisait attention, mais heureusement, ça ne nous est jamais arrivé d'être, disons, arrêté dans une rafle dans la rue. Mais ma mère marchait sur un trottoir toujours. Nous, on marchait de l'autre côté de la rue. Nous avions des papiers, ma sœur et moi. Ma mère nous avait dit chez quels amis aller au cas où elle serait arrêtée. Elle avait un très fort accent russe. Et donc, pendant un mois, on a vécu vraiment traqué. On était même dans un meublé où la personne qui nous logeait était extrêmement antisémite et disait qu'elle reniflait les juifs à, je ne sais plus, 1 kilomètre. Mais au bout d'un mois, ma mère en a eu assez et a dit, eh bien, on va rentrer à la maison. Et si les Allemands arrivent, moi, j'ouvrirai la porte et vous serez dans la cachette. Voilà. Et donc, on a passé comme ça 3 mois. Et ma mère lisait des livres policiers. Et ma sœur et moi, nous étions de part et d'autre. On se réveillait de temps en temps, mais ma mère a très peu dormi pendant ce temps-là pour ne pas risquer de manquer les Allemands. Et au bout de 4 mois, on a réussi, à la suite d'une évacuation des femmes et des enfants à cause de la situation militaire, eh bien, on a réussi à partir pour un département où on a eu confiance dans ce qu'on nous disait. On nous disait le colonel allemand qui dirige le Puy, le département du Puy-en-Velay, au Puy, n'embête pas les Juifs. Et quand nous sommes arrivés au Puy, effectivement, c'était un peu comme dans la zone italienne. Les Juifs allaient à la synagogue. C'est là que Jean Kahn a fait sa bar mitzvah, l'ancien président du CRIF. Et moi-même, je me suis retrouvé après le couvre-feu. Il y avait un couvre-feu. Et j'étais dans la rue. Et un soldat allemand m'a pris par la main et m'a ramené à la maison. Ma sœur a manqué mourir de peur en ouvrant la porte et en voyant un soldat allemand me tenant par la main. Mais il n'y a pas eu d'arrestation au Puy-en-Velay de Juifs pendant la période allemande. Et dans le département, quelques arrestations dues à la Gestapo de Clermont-Ferrand qui est venue arrêter quelques Juifs. Mais sinon, ce commandant allemand, ce colonel allemand, a été d'ailleurs relâché et est revenu à plusieurs reprises au Puy-en-Velay après la guerre. Et on lui doit beaucoup. Voilà. Bien. Annette, tu veux dire un dernier mot? Un dernier mot définitif sur quoi? Sur ce que tu veux. La Coupe du Monde? Comment Non, il n'y a pas... Non. La panthéonisation de Manouchian? Non, ça sera pour une autre fois. Ok, on en reparlera. Bien, il reste une vingtaine de minutes, donc on va laisser la place aux questions. Alors, une règle, d'abord, les questions, c'est des questions. C'est pas des déclarations. C'est très difficile de ne pas faire une petite déclaration. Question. Non, ok. La question arrive. Mais si vous voulez, c'est très difficile d'aborder la vie à Nice pendant cette période sans parler de la résistance juive à Nice. Pourquoi j'en parle? Et c'est difficile. Donc ils ont mal fait leur métier. Comment? Ils ont mal fait leur métier. Non. Ah, d'accord. Non, c'est en plus. Ah, justement, ok. Mais c'est toute une autre partie. Ah, ouais. Pourquoi j'en parle? Parce que ma femme est née à Nice en 1942. Son père est déporté dans le même convoi 61. Mais toute leur vie à Nice, ils étaient résistants. Les résistants sionistes, juifs, chefs du Gdoud à Nice, de l'organisation juive de combat. Ils s'occupaient de faire passer des centaines de gosses en Suisse.
il a fondé un laboratoire de faux papiers. Donc, si vous allez en savoir plus, on peut. Mais tout est documenté. Et quand il a été arrêté et déporté, son père, donc, le groupe allemand, enfin, à Nice, a tout de suite envoyé un mot à Paris, à l'organisation juive, à Eichmann, je ne sais pas, en disant on a capturé Weintraub Wissler, qui a fait passer, on sait, 3 convois d'enfants. Il en a fait passer plus les enfants vers la Suisse. C'est l'organisation juive de combat, l'OJC, tout ça. Et sa mère, pareil, était résistante. Elle a même, à Nice, quand il y a eu les convois qui partaient, elle était déguisée en infirmière et elle a porté de la nourriture au train aux Juifs. Et les Allemands, après, cherchaient une blonde, mais elle s'était fait décolorer. Mais la question... Voilà. Alors, la question... eh bien, je pense qu'il ne faut pas les oublier, parce que c'est incroyable que toute cette partie... Donc, c'est pas une question. On parle beaucoup d'Abadi, mais on ne parle pas de cette période. Oui, mais là, on a parlé de Serge Klarsfeld, oui, on a parlé de la famille de Dvorka. Dis... C'était ça le sujet de la conférence. Bon, alors ne parlons pas du reste. Bon. Non, mais vous avez bien évidemment raison. Il y a une résistance. On a raison aussi de parler des Abadis, parce qu'ils ont quand même sauvé un certain nombre d'enfants. Et moi, j'avais fait un texte avec le récit de Flora Hogmann, qui a été sauvée justement dans ces moments-là, parce que très probablement lui, soit Odette, soit certainement Moussa, l'a conduite au couvent des Clarisses, qui se trouve en haut à Cimier, et qui a abrité un certain nombre d'enfants juifs dans ce réseau. Donc il faudrait parler de tout, hein. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, tout documenté, non, parce que... Attendez 2 secondes, laissez-moi terminer. Moi, j'ai beaucoup cherché autour du comité du bouchage, dont l'immeuble a disparu, hein, il y a un immeuble moderne. Je suis allé pleurnicher auprès de Karen Tayeb pour qu'elle me cherche tout ce qu'elle pouvait. Et il n'y a pas beaucoup d'archives sur ce comité dit du bouchage, qui était le comité de solidarité, c'est le nom de la rue. Si mes grands-parents ont pu survivre aussi longtemps à Nice, puisqu'ils y sont restés jusqu'à leur déportation, donc plus de 2 ans, c'est par l'aide apportée par ce comité. Donc c'était un comité qui faisait plein de... à la fois des couvertures de la résistance, à la fois Odette Abadi, qui était médecin, travaillait au comité du bouchage. Donc il y a une interconnexion, vous avez raison. Mais là, on a été un peu narcissique, on s'est centré autour de nos familles. On a le droit de temps en temps. Voilà. Ah. Oui. C'est simplement parce que j'avais l'impression... Madame, le micro, mais rapidement, parce qu'il y a 2 personnes qui... J'avais l'impression que vous avez apporté un témoignage un petit peu, pour moi, idéalisé par rapport à ce que j'ai entendu de mes parents à Nice. Voilà, c'est tout. Non, sur la vie des Juifs à Nice pendant l'occupation, même pendant l'occupation italienne. Donc, je voulais simplement apporter un petit contrepoint, même si il y a la place que pour les questions. Madame. Oui, alors je vais essayer de faire ça sous forme de question. Le sujet, c'était la traque des Juifs de l'ex-zone italienne, histoire familiale. Donc j'ai bien compris que c'était centré, c'était très intéressant par ailleurs. Il y a pas de... Et vous avez parlé du comité du bouchage. Et je voulais savoir, je dirais peut-être un petit peu autre chose autour. Je voulais savoir s'il y avait, vous l'avez peut-être dit à l'instant, mais j'étais un petit peu distraite, s'il y avait des sources, enfin s'il y avait moyen de savoir des archives justement sur ce comité, le travail, notamment parce que donc
dans la zone italienne, il y avait aussi toutes ces personnes qui ont été assignées à résidence dans des petites villes de la Drôme, des Basses-Alpes, comment je dirais, des Alpes à l'époque. Enfin bref, par exemple, Moustier-Sainte-Marie, il y a Castellane, par exemple, et qui sont ensuite passés, je pense, enfin qui, avant d'être assignés, sont passés par le comité du bouchage, où je pense, mais c'est un peu des questions, qu'ils ont été ensuite dispatchés dans ces zones pour être assignés à résidence, et qui ensuite, pour certains d'entre eux, comme ceux de Saint-Martin-Vésubie, et ça fait aussi partie de la zone italienne, ont fui à travers les Alpes, etc. Et sont effectivement ensuite redescendus à Nice pour être interrogés, je pense, à l'hôtel Excelsior, et chemin vers Drancy et Auschwitz, après une arrestation et une déportation à Borgo San Dalmaso. Donc ça, c'est aussi, il y a des histoires familiales autour de ça. Et donc ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on trouve des éléments autour du comité du bouchage pour savoir si on travaille justement par rapport à ces cas particuliers? Oui, le comité du bouchage a fait un très grand travail en liaison avec les autorités italiennes et par l'entremise de Donati. Mais nous, on nous avait demandé de parler de nous-mêmes. Même moi, je pensais que c'était une autre conférence que j'avais à faire. Donc, on a improvisé sur le thème qu'on nous a soumis. On est très disciplinés, pas bêtes, mais très disciplinés. Voilà. Donc, ça, c'est tout un pan de l'histoire qui est complexe. Les Italiens ont installé les Juifs étrangers sous pression des Juifs, sous pression des Allemands qui exigeaient de faire quelque chose, que les Italiens fassent quelque chose. Donc les Italiens ont simulé qu'ils faisaient quelque chose. Ils ont envoyé les Juifs étrangers de Nice vers Mégève, vers Saint-Gervais, vers Digne, vers des résidences qui étaient des résidences assignées. Il y a toute une histoire à raconter à Saint-Martin-de-Vésubie, etc. Il y a beaucoup de documents, beaucoup. Vous avez des centaines de documents, des témoignages sur cette période, sur quand les Allemands sont arrivés, le passage par l'exode biblique à travers les Alpes à 2000 mètres d'altitude, des Juifs avec les militaires italiens passés en Italie. Des Juifs de Nice ont été arrêtés à Rome lors des rafles à Rome en 1944. D'autres ont été arrêtés à Florence. Ils se sont éparpillés, malheureusement. Plus de 300 d'entre eux ont été arrêtés à Saint-Martin-de-Vésubie. Et de Saint-Martin-de-Vésubie, ils sont passés à Borgo San Dalmaso de l'autre côté. Ils ont été ramenés à Nice, de Nice à Drancy, Drancy à Auschwitz. Et il y a beaucoup à raconter sur beaucoup à décrire sur la résistance non armée et sur la résistance aussi de sauver les enfants, le réseau Abadi, des centaines d'enfants ont été sauvés. Bon, moi, je ne suis pas passé par le réseau Abadi, mais d'autres qui auraient pu être là ce soir sont passés par le réseau Abadi. Et puis, il y a eu la résistance armée également. Des Russes blancs qui dénonçaient ont été tués par des résistants, de jeunes résistants juifs. Cette histoire s'est terminée à Paris où en bloc, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés par la Gestapo. Mais enfin, ça c'est un autre sujet qui sera traité, qui est traité dans les livres et qui peut être traité en conférence, oui. Juste un mot. Je pense qu'une partie des archives du comité du bouchage soit n'ont pas été conservées, soit ont disparu, mais la vie des archives, les archives ont toujours une vie propre. Hein. On ne sait pas si ça va pas réapparaître. Mais j'avais cherché ce qui m'intéressait par rapport à ma famille,
c'était le côté de l'aide sociale, de l'aide apportée. Et là, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors que, par exemple, le réseau, ce qu'on appelle maintenant le réseau Marcel, Odette Moussa Abadi, toutes les archives sont ici. Donc ça, c'est assez facile de travailler. Du bouchage, malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur cet aspect-là. C'est-à-dire comment ont été soutenus toute la partie de ces juifs issus de l'immigration et vivant dans une grande précarité et qui n'ont pu vivre que grâce à ces secours qui venaient pour une grande partie, alors ça on le sait, par le Joint, par les filières suisses, enfin bon. Donc il y a de l'argent, ça on sait comment l'argent a pu un peu circuler. Puis j'ajoutais aussi que Nice a été très respectueuse de la mémoire, un peu sous notre pression, et que tous les lieux de mémoire de Nice, de lieux de mémoire juive, ont été marqués de plaques commémoratives. Il n'y a pas un lieu qui manque, sauf, mais ça sera fait dans quelques mois, pour le 80e anniversaire de la rafle d'Isieux. Un des enfants d'Isieux, Liliane Gerenstein, est né à Nice, et on posera une plaque soit sur l'immeuble, soit sur le domaine public. Mais en tout cas, tous les lieux de mémoire ont été marqués. Le mur des déportés a été inauguré en 2020, il est magnifique. Il domine la ville de Nice et tous les noms des Juifs qui ont été déportés de Nice, de Monaco et des Basses-Alpes figurent sur ce mur. Et également, le mur des Justes a été édifié à côté avec le nom des Justes. Et véritablement, c'est une ville très respectueuse de la mémoire juive. Et bientôt, il y aura le mémorial de la Shoah à Nice. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Moi, c'est vraiment une question qui a trait justement aux conditions dans lesquelles les Juifs étrangers pouvaient s'installer à Nice et y rester. J'avais cru comprendre que seuls les Juifs qui avaient des ressources suffisantes pouvaient résider à Nice sans être internés dans des camps. Alors, peut-être est-ce complètement erroné, mais il me semblait que... Enfin, moi, j'ai l'histoire de mon grand-oncle. Sur sa fiche de police, c'était marqué « Il dispose des revenus suffisants pour rester à l'hôtel, etc. etc. » Donc, on ne l'interne pas. Donc, voilà. Bon, qu'en est-il en fonction des revenus des différentes personnes qui vivaient sur la région niçoise ? Tu pourras en parler après. Mais je vais vous répondre, ça va me rendre utile. En fait, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on retrouve, ce sont les règles administratives pour toute la France. C'est-à-dire que les conditions de ressources, c'est une question de base qu'on retrouve dans tous les dossiers. C'est pas Nice. Vous allez chercher un dossier, et c'est pas que pour les Juifs, c'est pour les étrangers. Donc, si vous allez chercher un dossier d'Espagnol à Limoges, vous allez avoir la même question. Un dossier d'Italien à Grenoble, vous aurez la même question. Un dossier de ce que vous voulez. C'est conditions de ressources. Et ensuite, selon ça, les services de la préfecture instruisent le dossier, et si la personne doit être internée, versée dans les GTE, le groupement de travailleurs étrangers, ou autre. Maintenant, Annette a une anecdote à raconter de ce point de vue-là, parce que ce qu'on trouve dans les dossiers ne correspond pas forcément à ce qui est la réalité de l'époque. Alors là, apparemment, ça correspond quand même à la réalité de l'époque. Mais côté maternel, alors là, on passe côté Grenoble. Et je remercie encore Tal d'avoir écumé pour moi les archives départementales de l'Isère. Donc je tombe sur le dossier d'étrangers de mon grand-père qui arrive à Grenoble après une fuite un peu tragique, après le Veldiv, après la rafle du Veldiv. Et sur le dossier, je vois conditions de ressources, 150 000 francs. 150 000 francs, c'est colossal à l'époque, hein. 30 à 40 mois d'un salaire d'ouvrier.
Et donc, conditions de ressources. Et donc, je m'en étonne auprès de ma mère, auprès de laquelle il était encore possible de s'étonner. Et elle me dit, mais c'est très simple. D'ailleurs, j'aime bien quand on pose des questions comme ça, on vous répond toujours comme si c'était évident. Et l'évidence, c'était, m'a-t-elle expliqué, que ma grand-mère, là ils étaient mariés, hein, ces grands-parents-là, ma grand-mère faisait du marché noir, et elle me raconte, elle allait chercher du tissu, elle enroulait le tissu autour de son corps, elle prenait le métro, et mon grand-père paternel, qui était comme tout bon juif d'ailleurs, a beaucoup travaillé. Donc ces 150 000 francs, c'était le fruit du marché noir. Un ami cordonnier avait fait des fausses talonnettes pour cacher l'argent pour la fuite. Et voilà, donc comment... Alors, j'aime bien cette anecdote, d'abord je la trouve amusante, mais surtout elle est très intéressante parce que vous n'avez pas posé la question, donc j'ai posé la question et y répondre. C'est sur le nouage entre le témoignage et l'archive. C'est l'archive qui me donne ce détail qui attire ma curiosité. Et si ma mère ou quelqu'un d'autre de la famille n'avait pas été là pour me répondre, j'aurais toujours pensé, soit qu'il avait fait une fausse déclaration, enfin, j'aurais imaginé je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire que quand on a le témoignage et l'archive, on peut arriver à quelque chose qui s'approche de l'exactitude, de ce qu'on recherche en général. Encore une dernière question, monsieur. Oui, pardonnez ma question de néophyte, mais pourquoi les Italiens en France n'arrêtaient pas les Juifs? Pourquoi les Italiens n'arrêtaient pas les Juifs? Ça, je vais vous laisser. Moi, je peux, mais si Serge... Ils n'ont pas arrêté les Juifs partout où ils ont occupé des territoires, en Grèce, en Croatie, et en Albanie et en France. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était les militaires qui occupaient et c'était les diplomates qui étaient, disons, qui dirigeaient les militaires en quelque sorte. Et tout simplement parce qu'ils étaient humains vis-à-vis des Juifs. Ils n'ont pas été humains vis-à-vis des populations éthiopiennes ou libyennes, pas obligatoirement humains et parfois inhumains. Mais en ce qui concerne les Juifs, ils n'avaient pas de sentiment antisémite et il n'y avait pas de commissaire politique envoyé par les fascistes purs et durs. Les fascistes purs et durs ont eu le pouvoir véritablement quand Mussolini est revenu au pouvoir en octobre 1943 dans la République de Salo. Alors les fascistes purs et durs étaient antisémites et ont aidé les Allemands à arrêter les Juifs. Mais en règle générale, l'armée régulière et les diplomates avaient une politique qui était une politique humaine, en tout cas en ce qui concerne les Juifs, et ils l'ont exprimé partout. Et bon, moi je me souviens très bien quand on rencontrait des militaires italiens avec des... Moi je leur demandais le fusil, mon père était furieux, mais sur la promenade des Anglais, on les rencontrait, donc ils me prêtaient leurs fusils, etc. Et c'était des gens humains et les diplomates étaient conscients, les diplomates de l'époque, parce que ceux qui n'étaient pas des fascistes purs et durs ont été éliminés par Mussolini ou bien sont passés de l'autre côté. Mais les diplomates que nous rencontrons dans les documents qui concernent les Juifs sont devenus après la guerre ambassadeurs à Londres, à New York, à Paris,
C'était des diplomates de la vieille école, des diplomates qui savaient que c'était mal agir. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient chrétiens aussi, et chrétiens parfois, comment dire, suivant les valeurs morales chrétiennes. Et donc, on a eu la chance d'avoir cette divergence. Et il faut dire que les Allemands étaient tellement fous de rage de cette situation que nous sommes en 1943, entre, je dirais, le mois de mars 43 et le mois de septembre 43. Et c'est une des questions qui, sur le plan diplomatique, les occupe le plus même. Je vous dirais que c'est vraiment, alors que eux ont des batailles militaires, le monde est, je veux dire, la balance des pouvoirs est en train de changer en 1943. Eh bien, ils s'acharnent à obtenir des Italiens qu'ils coopèrent à la question juive. Et vous verrez les notes, ce sont des notes de rage à part des Allemands de ne pas pouvoir obtenir de leurs alliés, parce qu'ils savent que les Italiens, en faisant cela, sauvent pas seulement les Juifs de la zone italienne, mais qui sauvent les Juifs de France, parce que Vichy, lui, Vichy déteste les Italiens parce que les Italiens ont gagné la guerre, disent-ils. Et donc, Vichy est hostile aux Italiens, et Vichy voudrait que les Allemands leur imposent aux Italiens d'arrêter les Juifs. Et tant que les Allemands n'arrivent pas à imposer aux Italiens d'arrêter les Juifs, Vichy dit « nous ne pouvons pas arrêter massivement les Juifs parce que les Italiens ne les arrêtent pas ». Ce qui fait qu'il y a eu un temps de retard qui fait que pendant la plus grande partie pendant 9 mois à peu près, il y a eu un retard dans la solution finale allemande en France et que les Juifs de France ont bénéficié de la politique italienne vis-à-vis des Juifs. Vous dire un mot de conclusion ou peut-être un seul? Bon. Non, juste 2 phrases pour remercier Serge Klarsfeld et Annette Gévorka d'avoir accepté cette table ronde qui a été imaginée par Julie, de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis voilà.